Mon cœur dans la tempête, d'Éric Sanvoisin et Caroline Taconnet, aux éditions Utopiques. Mon téléphone portable sonne. Il n'arrête pas de sonner. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai plus. Je me retiens de l'envoyer contre un arbre, l'éteins et le fourre dans ma poche. Je suis seul au monde. Piégé par le faisceau des phares, je plonge à l'aveuglette pour rattraper la nuit. Il y a des orties dans le fossé. Je me relève en serrant les dents et reprends ma course, droit devant. La voiture pile, bruit de portière qui claque, mon prénom résonne dans l'air glacé, je me bouche les oreilles. Masqué par les nuages, la lune éclaire à peine mes pas, mais j'ai l'impression d'être aussi visible qu'un ver luisant. Au bout du pré, il y a un bois. Je m'y enfonce. Les branches me fouettent le visage, me griffent les bras, même pas mal, je ne reviendrai pas. Mes parents ne sont pas mes parents. J'ai pris ça en pleine figure ce soir. C'est sorti de la bouche d'oncle Franck, le frère de mon père. Il l'a tout de suite regretté, mais il avait un peu trop bu. Je suis né au Kazakhstan. Quelque part au fond de moi, je le savais. Mais j'avais toujours refusé de l'entendre. Le petit matin blême me surprend à genoux, le nez dans la gadoue. Il a plu cette nuit. Je suis imbibé jusqu'à l'os, j'ai froid, j'ai faim, titubant, je repars au bout du désespoir, c'est là que je vais. Adopté. C'est tout moi, ça. Je ne sais rien faire comme tout le monde. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours voulu ignorer la petite voix qui dans ma tête me l'avait murmuré. Je suis né au Kazakhstan. Le mot sonne étrangement dans ma bouche quand je le prononce tout haut. Je viens de loin, de tellement loin. Je comprends mieux désormais ces images d'aéroports imprimées dans ma mémoire, alors que bizarrement, je pensais n'avoir jamais pris l'avion. La faim commence à m'envahir. Elle ne me laisse pas une minute de répit. Je me suis enfui sur un coup de tête sans rien emporter, rien. Que vais-je devenir ? C'est un tout petit supermarché. 2 caisses. Quelques allées étroites, il n'y a aucune cachette. Je glisse un saucisson sous mon sweat. J'ai les oreilles qui chauffent, je me faufile vers la sortie sans achat. Les battements de mon petit cœur sont assourdissants. « Jeune homme, s'il vous plaît !» Je ne bouge pas d'un pouce, tétanisé. Le saucisson commence à glisser dessous mon bras. « Approchez, jeune homme, venez m'aider !» Je rebrousse chemin. Une vieille femme me fait face et s'impatiente. « Je suis trop chargé. Oh, j'ai besoin de vos bras. » Elle me subtilise le saucisson et le dépose sur le tapis. « Ah, j'oubliais encore cela, mademoiselle. » La caissière scanne l'article qui atterrit dans un gros sac plein à craquer. La vieille dame paie et m'invite à porter son cabas. Il est vraiment très lourd. « Oh, je n'ai plus de force. Vous êtes un ange. » Les portes coulissantes du supermarché se referment derrière moi. Nous marchons jusqu'à une petite voiture sans permis dont la vieille dame ouvre la portière. « Merci. Ah, vous m'avez été d'un grand secours. » Elle m'invite à glisser le sac sur le siège du passager, saisit le saucisson au passage et me le tend. « Ce n'est pas ce que vous croyez, madame. Je peux tout vous expliquer. » « Je sais. Vous avez faim. C'est tout. » Son expression est douce. « Comment vous remercier ?»« En faisant attention à vous. » Je souris, malgré moi, reconnaissant. Je n'ai jamais mangé de meilleur saucisson. Je mâche lentement pour que le goût dure. Mentalement, je remercie la vieille dame et me mets à pleurer. Impossible de m'arrêter. Ce n'est pourtant pas le moment de craquer. J'ai les pieds en compote, mes chaussettes me rentrent dans la peau. Je n'ai pas envie de rentrer et décide de faire du stop. La nuit va bientôt tomber. Je frissonne. Au fond de moi, la colère est encore là. Pourquoi m'ont-ils abandonné, ces parents que je n'ai jamais connus? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Chaque véhicule qui passe me gifle. Je ferme les yeux et vacille. Un camion s'arrête un peu plus loin. Pendant un instant, je le regarde sans bouger.
Puis je me mets à courir. « Attendez-moi !» C'est un semi-remorque d'une longueur infinie. J'ouvre la portière brutalement et me hisse sur le marchepied. Le sourire moqueur du chauffeur bloque les mots que je m'apprêtais à débiter. « Où tu vas, comme ça ?»« N'importe où. »« T'es mineur, il est tard. Je ne devrais pas te prendre. Je risque d'avoir des ennuis. » Mes lèvres se mettent à trembler. « Allez, monte. T'es en train de faire une bêtise, c'est sûr. » Je grimpe dans la cabine et m'étonne de la trouver si vaste. Je m'y sens en sécurité. Bercé par le ronronnement du moteur, je ne tarde pas à m'endormir. Une tape amicale sur l'épaule me tire du sommeil. « Quoi ? Nous sommes arrivés ?» Le chauffeur éclate de rire. « Je suis arrivé, toi je ne sais pas. Ah, en tous les cas, nos chemins se séparent ici. J'ai une livraison à faire, je ne peux pas te garder avec moi. » Je m'étire à regret. L'aube pointe son nez. Nous avons roulé toute la nuit. Je ne sais même pas où nous sommes. « Prends garde à toi. N'accorde pas ta confiance à n'importe qui. » Comme à vous, par exemple ? Ouais, comme à moi. Je pousse la portière et descends. Et vous ? Méfiez-vous des autostoppeurs ? Il se marre, puis démarre. Sous un ciel chargé de nuages, le jour a du mal à se lever complètement. Des miettes de nuit s'y accrochent encore. J'ai froid. Je me mets à marcher d'un pas vif pour me réchauffer. Un chemin part à l'assaut d'une colline sur la gauche de la route. Je m'y engage sans réfléchir. En haut, il y a une cabane. Elle est faite avec des plaques de tôle ondulées, des planches de bois, des briques, des parpaings et du carton. Une vraie porte mangée par les intempéries en condamne l'accès. Des trous dans les murs font office de fenêtres avec des serpillières pour rideaux. Qui peut vivre dans un tel taudis ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Seule ma voix chiffonne le silence. Je ne devrais peut-être pas insister, mais je suis attiré. C'est plus fort que moi. Je pousse la porte, qui s'efface avec une plainte lugubre. L'abri est vide. Je manque de m'étaler de tout mon long. Il y a une marche que je n'avais pas vue. Le sol est creusé au pied des murs, probablement pour garder la chaleur en hiver. Un lit pliant, une table et une chaise occupent l'espace. Et puis, dans un coin, un petit poêle, rouillé. Une demi-douzaine de photos d'animaux sont collées sur une planchette, rongées par l'humidité en partie effacée. Je recule, gêné. Mais au moment où je veux sortir, une ombre se découpe dans l'entrée. Mon cœur frémit. La silhouette qui vient d'apparaître est celle d'un petit homme plutôt âgé, les cheveux en bataille et à moitié nu. Il ne porte qu'une veste chiffonnée, un bonnet et des bottes en caoutchouc. On dirait un fou. Je vais tout vous expliquer. Va-t'en ! Je n'ai touché à rien. Va-t'en ! Inutile de discuter. Le petit homme est très fâché. Si vous me laissez passer, je m'en vais. Il s'écarte brusquement en criant une nouvelle fois « Va-t'en !» Je sors sans le regarder et m'éloigne comme un voleur. Au bout d'un moment, je m'arrête et me retourne. Le petit homme me transperce du regard, se rue dans son taudis et claque la porte derrière lui. Je m'assieds par terre. J'ai tout mon temps, hein. Personne ne m'attend. C'est faux, bien sûr. Mais le petit homme ne le sait pas. En me découvrant dans sa maison, il a eu peur. Je ne suis pas méchant. Je m'appelle Milo. Plusieurs heures s'écoulent. Le petit homme n'est pas ressorti. Il ne m'aime pas, c'est sûr. Je garde le silence. On dirait que les mots ici n'ont pas d'importance. Ils se cognent contre le tronc des arbres et finissent par se perdre dans la nature. La cabane du petit homme n'est pas si laide au fond. Elle a quelque chose d'irréel. « C'est quoi votre nom, monsieur ? Je trouve que vous avez une tête à vous appeler Victor. »
Le petit homme ne m'écoute pas. Ça ne fait rien. Même si vous me révélez votre vrai prénom, je continuerai à vous appeler Victor. Parce que ça vous va bien. Rien ne bouge dans la cabane. Le petit homme fait le mort. Je ferme les yeux. J'ai tout mon temps, moi. J'ai la vie devant moi. On ne peut pas en dire autant de vous. Il dort peut-être dans son vieux lit de camp tout pourri. Vous m'entendez, Victor ? Je n'ai jamais rien volé de ma vie. Même pas un saucisson. J'ai envie de lui avouer que j'ai faim, mais je ne dis rien. Je ne suis pas un mendiant. Le long couinement de la porte qui s'ouvre me tire de ma somnolence. Le vieux dépose quelque chose sur le sol et referme aussitôt derrière lui. Je me lève et m'approche, intrigué. Le petit homme a déposé pour moi une boîte de conserve toute rouillée, remplie de petits pois crus et flétris. Berk! Vous n'avez pas quelque chose de plus appétissant ? Le petit homme fait la sourde oreille. Alors je pioche un petit pois séché et le mâchonne longuement. C'est très mauvais, mais je les mange jusqu'au dernier. Merci, Victor. Je me sens un peu mieux. Je retourne m'asseoir en face de la porte, contre un tronc d'arbre. Vous pouvez sortir, Victor. Je ne vous mangerai pas. Je bâille. La fatigue me tombe dessus par surprise. Je ferme les yeux. Quelques secondes plus tard, je dors. Quand je me réveille, il fait nuit. La fraîcheur nocturne me mord le bas du dos. Je claque des dents et remonte jusque sous mon cou la couverture que Victor a posée sur moi pendant mon sommeil. Quel étrange bonhomme. On dirait un sauvage et puis une branche craque. Le bruit vient d'en haut. Un hibou, une chouette. Mes yeux s'habituent peu à peu à l'épaisseur de la nuit et je finis par distinguer un drôle d'oiseau, là, perché à 3 mètres du sol. 2 yeux qui émergent du feuillage. C'est Victor. Se sentant démasqué, il ferme les yeux et devient invisible. Je n'ai pas peur. Il veille sur moi. J'ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. À quoi bon l'appeler ? Il ne répondra pas. Bonne nuit, Victor. Je décide de me rendormir. Le jour se glisse sous mes paupières. Je m'étire. Victor n'est plus dans l'arbre. J'entends du bruit derrière la baraque. Je me lève, la couverture tombe à mes pieds. J'avance à petits pas, raide comme un robot aux articulations rouillées. Le bruit est régulier. Victor est très occupé. Il bêche. Il a créé un potager. Une succession de parcelles carrées séparées par des planches. J'imagine que les petits pois rabougris proviennent de là. Il prépare la terre pour le printemps prochain avec une pelle de chantier. Qui a vécu des jours meilleurs. C'est pas trop pénible ? Non. Le premier mot est sans doute le plus dur. Un sentiment de gratitude m'envahit. Vous en avez pour un moment à retourner tout ça. Faut bien s'occuper. Et puis, survivre. Il crache dans ses mains et redouble d'efforts. Survivre ? C'est un boulot à plein temps. Je peux vous aider ? Non. Pourquoi ? Plus envie de parler. Je voulais vous remercier pour les petits pois et puis pour la couverture cette nuit. Mais Victor ne répond plus. Plus envie de parler. Je le regarde travailler. Ma présence ne semble pas l'importuner. Il est dur à la tâche, toujours à moitié nu, ça ne le dérange pas. Quand il a soif, il plonge une vieille boîte de conserve dans un grand réservoir en plastique qui récupère les eaux de pluie, avale 1 ou 2 gorgées, avant de me la tendre. La première fois, je refuse poliment. La seconde fois, j'accepte. C'est de l'eau croupie. La boîte est rouillée. Mais j'ai trop soif. Vers midi, il rentre dans sa cabane, peut-être pour manger.
Je me demande ce que je vais faire. Vivre comme Victor pour échapper au monde et aux gens, ou bien rentrer chez moi et affronter la réalité. Je cogne à la porte, il m'ouvre. Victor, pourquoi vous vivez tout seul ici? Il manque de me claquer la porte au nez, mais se ravise avant de grommeler. À cause d'une femme. Elle m'a brisé le cœur pour de vrai. Je peux plus aimer personne maintenant. Je ne sais pas quoi dire. Alors je hoche la tête et je retourne m'asseoir là où j'ai passé la nuit. J'ai faim, mais je n'ose rien demander à Victor. Ma présence le perturbe, je le sens. Il fait de gros efforts pour l'accepter. En réalité, il aimerait me voir partir et retrouver sa tranquillité. Je ne peux pas rester. L'évidence grandit dans ma tête. Mais je ne me sens pas encore prêt à rentrer à la maison, à affronter les retrouvailles avec ses parents qui ne sont pas mes parents. La nuit est tombée. Victor vient s'accroupir à quelques mètres de moi après avoir déposé à mes pieds une boîte de haricots secs. On ne peut pas faire plus sec. Avec un petit goût de moisi. Je mange. T'es perdu? La question me surprend. Pas vraiment. Je suis en cavale. T'as commis un crime? Non! Tu fais quoi alors? Je fais un effort pour expulser les mots hors de moi. J'ai appris que j'ai été adopté. C'est dur à avaler. On t'a recueilli au moins. T'es pas tout seul. Des souvenirs, munis de crocs et de griffes, flottent dans ma tête. Je les repousse de toutes mes forces. Mais Victor, si j'ai été adopté, ça signifie surtout que j'ai été abandonné, comme toi. Et comme toi, je ne peux plus aimer. Les paroles de Victor troublent mon sommeil. On t'a recueilli au moins, t'es pas tout seul. Quelque part dans mon cerveau, une vieille porte grince. Je la pousse. Un souvenir enfoui en profite pour s'échapper. Nous sommes venus te chercher pour te ramener chez nous, en France. Tes vrais parents sont morts, mais tu n'es plus tout seul. Nous sommes là pour toi désormais. J'ai environ 3 ans. Je suis dans un dortoir qui compte une dizaine de lits. Je plaque mes mains sur mes oreilles pour ne plus écouter. Celle qui va devenir ma mère. Elle continue de parler. Je vois ses lèvres remuer. L'homme qui l'accompagne, mon futur père, me prend sur ses genoux. Il tente de dégager mes oreilles. Je résiste. Les mots tournent autour de moi comme des guêpes agressives. Je ferme les yeux. Je ne veux plus rien entendre, et surtout pas que mes parents sont morts. Je me réveille en sursaut. Ai-je encore 3 ans? Non, bien sûr que non. J'appréhende pourtant d'ouvrir les yeux. Je reste là, haletant, hors du monde et de la réalité. Cette scène revécue dans mon sommeil, je comprends aujourd'hui sa signification. Tu as fait un cauchemar. Victor est là, accroupi à quelques mètres. Il m'observe. Ce n'était pas un cauchemar, Victor, c'est la réalité, que je viens d'admettre, après tant d'années. Je suis le premier surpris par ma réponse. D'un coup, la vérité sort, comme un saignement. Ce n'est pas l'adoption qui me révolte, c'est le fait que mes vrais parents soient morts. Je ne saurais jamais s'ils m'aimaient. Victor ne semble guère impressionné par mes révélations. Moi, j'ai résolu le problème. Je vis seul. Je compte que sur moi. Je me décevrai pas. Je me trahirai pas. Vivre tout seul, c'est dur. Non, c'est vivre avec les autres qui est dur. Voilà ce qui nous sépare. Je ne suis pas un sauvage, moi. Mais grâce à lui, je sais ce qu'il me reste à faire. Il n'est peut-être pas trop tard. Je vais rentrer chez moi, Victor. Moi, c'est pas trop tôt. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Pas moi. On se serre la main? Non. J'essaie de graver dans ma mémoire son visage hirsute et effarouché. C'est quoi ton vrai prénom, Victor? Il recule, agrippe la porte de sa cabane et la referme doucement. Avant de quitter la région,
Je fais un détour par le village. Je me dirige directement vers la mairie. Il y a une dame à l'accueil. « Bonjour. Un vieux bonhomme habite dans une cabane là-haut, sur la colline. Vous savez comment il s'appelle ?»« Vous voulez parler de Bernard l'ermite ?»« Il s'appelle Bernard ?» Je suis déçu. La dame s'en aperçoit et éclate de rire. « Tout le monde l'appelle comme ça ici parce qu'il vit tout seul. En réalité, il s'appelle Victor. Victor avec un K. On peut dire que c'est un K. » Merci, madame. Je sors de la mairie, un sourire jusqu'aux oreilles. Je pense à Victor, avec un K, comme Kazakhstan. J'ai hâte de rentrer à la maison. Je sais que je suis attendu. Je serai peut-être puni. Pas grave. Je sors mon portable de ma poche et l'allume. La batterie est presque vide. Il reste une barre. Juste de quoi envoyer un message. Pour les grandes vacances, ça vous dirait d'aller au Kazakhstan ? Je veux me rendre sur la tombe de mes parents et leur dire que je ne leur en veux pas d'être morts. Ils n'ont pas fait exprès de m'abandonner. Ils n'ont pas pu faire autrement. C'est tout. C'est la mort qui les a obligés. J'appuie sur la touche envoi. Je me sens plus léger. J'espère que ce n'est pas trop loin, le Kazakhstan.